Bonjour Katia, Bonjour. merci infiniment de me donner ces quelques minutes parce que je suis fascinée par ton talent et ta carrière et surtout cette pluralité identitaire, non seulement dans tes professions, autrice, femme de théâtre, réalisatrice, scénariste, pardon, peut-être sénatrice un de ces jours, on ne sait pas, hein, et justement, identité à la fois française de naissance, guadeloupéenne d'origine et canadienne d'existence. Alors, dans ce, dans ce tissage, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce documentaire? Ce qui m'a motivée à faire en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est la vérité. Oui. À savoir que j'avais pas forcément envie de le faire, ce documentaire. J'ai pas forcément envie de raconter cette histoire, mais cette histoire ne m'a pas laissée tranquille. Elle a voulu que je la raconte. Et donc, j'y suis allée clopin, à pas de loup. Et je me suis laissée guider. Et je dirais que en réfléchissant, je me suis rendu compte que j'avais besoin de savoir. Comme je dis, on vient tous de quelque part. Oui. Et on mérite tous de quelque chose quand on arrive, et on laisse tous quelque chose en partant. Et pour moi, de comprendre ce dont j'avais hérité, le bon, le mauvais, le moins bon, le meilleur, c'était important. Parce que naviguant justement entre trois cultures, tout le temps, c'était important pour moi de mener cette quête afin de pouvoir m'ancrer et puis d'avoir une meilleure idée de ce que je laisserais à mon tour. Oui, ça c'est d'autant plus intéressant que le titre de ton documentaire, Indivisum, héritage à la dérive. Alors, pourquoi ce titre à latin? Je pense que, avant tout, pour faire un clin d'œil à l'étymologie de la culture dans laquelle j'ai grandi, et puis parce que toutes les langues latines peuvent le prononcer, ce mot, et aussi parce que c'est un terme neutre, à mon avis, qui on n'a pas l'habitude de parler en latin. Donc tout de suite, ça fait barrage, tout de suite on se dit « Oh, est-ce que c'est un mot scientifique? Est-ce que c'est un mot que je devrais savoir ?» Et donc c'était un peu pour, j'ai envie de dire, pour jeter l'ancre à la mer. Ce qui m'amène à parler d'héritage à la dérive. À la dérive fait essentiellement appel à cette partie de l'histoire française durant les années 60, qui d'ailleurs s'est écoulée en 1982, à savoir le BUMIDOM, le Bureau de migration des départements d'outre-mer, où il y a eu une migration encouragée à lire, imposée presque, où un tiers de la population a migré vers la France hexagonale. Et donc, ce qui fait que beaucoup des personnes qui ont migré, dont ma mère, dont beaucoup d'autres personnes, se sont retrouvées en lieu hostile, séparées de ce qu'ils avaient. Et ma mère n'est pas arrivée en France par la mer, mais ça m'amène à quelque chose d'autre, à savoir que j'ai toujours grandi en me disant que j'allais retourner en Guadeloupe. Et je ne pouvais pas y retourner parce que
j'en étais jamais partie. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais comme c'est ce que ma mère disait tout le temps, donc c'est ce que je répétais. Et quand je suis allée en Guadeloupe, j'ai vite compris que c'était pas un retour, que c'était une découverte. Oui, oui. D'où ce titre. D'où ce titre et d'ailleurs il représente énormément d'aspects du documentaire. L'indivision, les conflits, des conflits familiaux et justement, en parlant de ta mère, parle-nous un petit peu de comment tu as voulu la représenter en quelque sorte dans ton documentaire? C'est quand on écrit un film, on l'écrit d'une certaine manière et puis il y a ce qu'on imagine et puis il y a ce qui se fait. Et naturellement, ayant envie de comprendre mon histoire familiale, c'était tout à fait naturel que j'interroge ma mère. Et d'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'est que au moment du tournage, avant le tournage, j'ai prévenu l'équipe, je leur ai dit: «Je ne sais pas comment ça va se passer, il y a de fortes chances qu'on doive tout remballer, qu'on reparte, qu'elle s'oppose, qu'elle dise non». Et la magie de la caméra a fait que déjà d'une, elle n'y a pas prêté attention et de deux, c'était comme un exutoire. Elle a partagé des choses qu'elle n'avait jamais dites avant. Elle m'a appris des choses que je ne savais pas et j'étais estomaquée. C'est c'est magnifique parce que, on la voit vibrer ta mère, hein, dans la nature, dans tout ce qu'elle a fait pousser en tant que plante et j'aime beaucoup ce passage où tu la suis et elle te parle toi tu essayes d'identifier les plantes et elle te dit: «Non, c'est pas ça, c'est ça» et c'est un moment très privilégié en fait. Alors toi, tu considères que c'est un moment privilégié. Pour moi, c'était un moment pénible. Oh, pénible parce qu'il y a eu plein de bêtes, évidemment. Oui, oui, c'est vrai. Difficile parce que il fallait la suivre. Oui, oui, je sais. Et à la fois merveilleux parce que je la voyais évoluer dans son environnement. Ma mère a vraiment la main très, très verte. Elle fait pousser n'importe quoi et d'ailleurs, elle a fait une jungle de ce qu'elle appelle son petit jardin. Oui, j'ai vu, oui, oui. Et quand je dis elle a fait une jungle, c'est qu'elle fait tout pousser et tout pousse. Dès qu'elle le touche, ça pousse et à chaque fois, elle se moque de moi en me disant: «Mais ça, tu connais pas ça, mais ça, tu connais pas ça, mais ça, on doit» et moi, je suis là, moi, je viens de la ville, Oui, c'est donc mais ouais. non, mais c'est très beau aussi parce que y effectivement, on a cette jungle et en parlant de jungle, mais à l'opposé, il y a, dans les paysages, dans la photographie, des images qu'on ne peut pas oublier. Il y a par exemple cette fameuse image où tu es sous un arbre qui est complètement penché, un arbre dénudé et pourtant il y a une espèce de beauté, qui représente symboliquement à la fois le passé et le présent. Tout à fait. Oui, C'est c'est vrai que je suis une grande amoureuse des arbres et surtout les arbres un petit peu différents. Heu, j'ai encore une fois, je me laisse appeler par la nature et je me suis laissée interpeller par cet endroit. et il y a donc ce côté, à la fois, théâtral de cet arbre, par exemple, mais il y a un autre aspect, mais extraordinaire, c'est l'usage, du masque et l'usage, du voile aussi. Parlons-nous un petit peu. Alors l'usage du masque et du voile, c'est un accident heureux. Alors, je dirais que quand on est en documentaire, souvent, on est obligé de composer avec les contraintes et vu la sensibilité du sujet, c'était très important pour moi de respecter l'anonymat des personnes qui ont accepté de témoigner parce que c'était pas gagné.
Et ça a l'air de rien comme ça, mais les voix ont été modifiées, les noms ont été changés, on ne le reconnaît pas, on n'a pas tourné à leur domicile, tout a été brouillé. Et au départ, il n'était pas question d'utiliser ce masque-là, il était question d'utiliser un autre type de masque, finalement auquel on n'a pas eu accès. Et c'était la période d'Halloween. Et finalement, on est allé dans un magasin, tu sais, un foire-fouille, petit boui-boui. Et j'ai pris ce masque et je l'ai trouvé très intéressant parce qu'il était neutre et à la fois figé. Et c'est devenu le personnage central du film. On l'a bien senti, mais c'est à la fois théâtral, mais c'est à la fois mystérieux et ça cristallise beaucoup toute cette émotion, surtout au tout début où il y a une mise en scène, mais extraordinaire. Parle-nous un tout petit peu du début, justement. Je dirais que moi, en tant que cinéaste, je suis très intuitive. Donc, évidemment, je voulais qu'on filme en extérieur. On a filmé à 95% en extérieur. Je voulais que ça se passe la nuit. Je voulais que ça soit mystérieux. C'est sûr qu'en Guadeloupe, il y a ces sentiments un peu non qu'on ne peut pas palper, mais qui font partie intrinsèque de la culture, de l'ADN du lieu. Et ce voile, comme quoi, ce qu'on doit raconter, c'est dans nos corps. Je dis ça parce que ce voile en particulier, c'est un voile qui signifie pour moi beaucoup, parce qu'à l'époque où je travaillais encore en entreprise, c'est ce voile qui avait recouvert la table lorsque j'avais gagné un prix, etc., etc. Puis je l'ai mis dans ma valise, je me suis dit, ok, je sais pas, je le prends, je vais déposer ça chez ma mère, je sais pas pourquoi, je l'ai pris. Et finalement, quand il a été question d'habiller l'anonymat, je ne savais pas, je savais que je ne voulais pas des petits carrés, je voulais pas des gens de dos, de loin, flous, etc. Et donc le voile m'a permis de mettre en forme cet anonymat, tout en faisant un clin d'œil à la culture, tout en évoquant la spiritualité du lieu, tout en évoquant la mort, les ancêtres qui étaient là avant. C'est quand j'ai vu ces dames habillées de cette sorte, j'avais l'impression que c'était des esprits ambulants. Je me suis dit, waouh, j'ai l'impression que c'est comme si tous ceux qui étaient là avant viennent voir ce qui se passe maintenant. C'est magnifique parce qu'en parlant d'héritage, justement, il y a beaucoup d'images sur des paysages accidentés, tout simplement à cause de la détérioration des maisons. J'adore des maisons sans souffle. C'est tellement poétique, mais en même temps tragique. Revenons justement à ces héritages qui provoquent la colère, qui provoquent le meurtre, qui provoquent toutes sortes de conflits. Et comment vous avez tissé justement ce glissement de la colonie, donc la colonisation française, à ce qui se passe aujourd'hui? Je dirais que j'étais fébrile tout au long du film. J'étais fébrile parce que je mettais mon pied dans une fourmilière. Et c'est difficile de mettre des mots sur ce qui impacte des vies contemporaines. Il est clair que l'héritage de la colonisation est encore très prégnant, puisque c'est en 1946 que la Guadeloupe est devenue officiellement un département français. Avant cela, c'était une colonie.
Et, et donc, en devenant un département français à part entière, j'ai envie de dire entièrement à part, Oui. c'est venu avec son lot de difficultés, à savoir que toutes les lois appliquées appliquées en France ont simplement été calquées ou transposées en Guadeloupe. Ça ne fonctionnait pas. Sachant que le rapport à la terre en Guadeloupe est particulier parce que beaucoup de Guadeloupéens sont des descendants d'Africains esclavisés, donc qui sont arrivés sur un territoire où ils ont été forcés de travailler une terre, c'était en territoire hostile, c'était dans des conditions horribles, et puis du jour au lendemain, on leur dit, bon, bah, maintenant, tu es libre, on t'en donne un petit bout, donc il y a même des jardins créoles qui ont été créés, Iskali, inspirés des jardins autochtones. Et le jardin créole, c'est devenu la source de vie de beaucoup de gens parce que oui, il y a un aspect urbain de la Guadeloupe qui est bien là, mais il y a ce côté rural où tout le monde était attaché à son petit lopin de terre. Et le lopin de terre, c'est ce qui fait qu'on est quelqu'un. Donc, la terre est comme un sceau identitaire. On est quelqu'un quand on a de la terre. Et quand on se fait retirer cette terre, quand quelqu'un décide que toi, tu n'y as plus droit, donc on n'existe plus, on n'a plus d'appartenance, on ne sait plus à quoi se rattacher. Ce qui fait que, on n'en a pas parlé ouvertement, mais je suis sûre que ma mère a souffert de ça. Et juste pour revenir à la première question, qu'est-ce qui m'a motivée? Je pense qu'au départ, il était question pour moi de comprendre les conflits dans la famille, tout simplement. Et puis ensuite, moi qui ne suis pas née en Guadeloupe, j'avais envie de comprendre ce rapport à la terre. Ça veut dire quoi? Et puis en grattant un petit peu, je me suis rendu compte que c'est pas une histoire de terre. C'est une histoire, c'est l'histoire d'un peuple. C'est l'héritage d'un peuple. Et que, comme je disais tout à l'heure, c'était important pour moi de mettre des mots sur ce grand concept. Parce que ça veut dire quoi, colonialisme, colonisation, tout ça? Et comment ça impacte les gens qui y vivent au jour le jour? Donc, quand je me suis rendu compte que les lois flottantes faisaient que finalement elles n'étaient pas avantageuses, à la base, les lois qui parlaient qui avaient mis en place l'indivision, c'était pour protéger les familles, c'était pour s'assurer que tu sais, tout le monde qu'on puisse garder. Mais sauf que le pendant de tout ça, c'est que ça a fait que les familles se sont éclatées avec le Bumidum et que des gens sont partis ailleurs, ils ont fait leur vie ailleurs et que d'un seul coup, dans le cas de ma mère, on lui a dit bah t'es plus là, c'est plus à toi. Oui. Justement, le documentaire nous laisse un petit peu en suspens. Oui. Et j'espère, Katia, que tu pourras en faire une suite parce que justement, tu soulignes toutes ces contradictions à la fois ancestrales, à la fois du passé et du présent. Et tu insistes beaucoup justement sur le côté économique aussi, qui est un côté très très concret pour tout le monde. Et tu as tissé également quelque chose d'extraordinaire, c'est ton humanité. Tu nous as montré dans une grande émotion, dans une grande humanité et c'est un film, un documentaire qui est à la fois intime et qui est à la fois, je dirais, humaniste. Alors merci infiniment, Katia. Merci beaucoup. Je suis touchée. Je suis touchée par tes propos. Et c'est clair que j'y ai mis mes tripes.
mais je voulais que ce film, qu'on se souvienne, que les mots qui viennent en tête soient dignité, honneur, respect. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qui ne sont pas